victoire de Sebastian Vettel devant Jenson Button et Mark Webber, tel est le résultat du Grand Prix de Singapour 2011. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, des couvre-feux légèrement violés et un débriefing du Grand Prix de Singapour 2011. Vendredi, petit trouble chez Toro Rosso. Franz Tost a été vu dans le paddock alors qu'il n'avait rien à y faire en plein couvre-feu instauré par la FIA. Le couvre-feu pour Singapour était instauré entre 9h30 et 16h. Rien de très grave, c'était le premier du genre de la saison pour l'équipe italienne. Plus étonnant, les équipes Red Bull, Mercedes et Virgin Racing ont eu un petit problème au niveau des équipes marketing. Petite explication, du côté de chez Mercedes GP, à 15h30, les équipes marketing de l'équipe ont donc fait visiter aux sponsors et aux invités en pleine période justement de couvre-feu. À partir de là, la FIA a immédiatement sanctionné en mettant tout simplement qu'il y a eu violation du couvre-feu en question. Les réactions ont été très rapides. Ross Brawn a demandé une clarification extrêmement nette de la part de la FIA. Est-ce qu'un membre du marketing est un membre qui participe à l'exploitation de la voiture, tel que l'indique le règlement? Petite réunion et finalement le résultat des courses était tout simplement que, eh bien non. La FIA a donc décidé le dimanche que non. Par contre, petit détail très intéressant, si les équipes comme Marussia avaient déjà deux couvre-feu déjà sanctionné, que Mercedes était son premier, ce n'était pas le cas de Red Bull. Red Bull qui en plus de ça a encore violé le couvre-feu durant la nuit du samedi et du dimanche, et donc à partir de là se retrouver avec ces fameux 4 couvre-feux instaurés par le règlement. Au final, la FIA a clarifié les choses, les équipes de marketing ne sont pas des équipes devant participant à l'exploitation de la voiture, et donc Red Bull a donc obtenu 2 jokers. Mais en tout cas, ça fait un petit précédent très intéressant pour la suite, puisque au final, on se rend compte que les équipes marketing sont donc autorisées pendant le couvre-feu à suivre pour le reste du championnat. Avant la course de Singapour, la FIA a déjà signalé des problèmes entre le virage 7 et le virage 8. De quoi s'agit-il? Tout simplement des vibreurs. Les vibreurs étaient tout simplement mal fixés et Charlie Whiting avait d'ailleurs menacé à un moment donné les organisateurs du Grand Prix de Singapour quand même de légèrement améliorer les prestations, car certes le cadre est magnifique, mais les prestations entre guillemets techniques et sportives sont quand même un petit peu en deçà. Donc nous avons demandé, la FIA a donc demandé, et Charlie Whiting a donc demandé aux organisateurs de s'améliorer dès l'an prochain, sinon il y aurait des sanctions beaucoup plus importantes. Et il est vrai que voir ces vibreurs un petit peu se déloger un petit peu de ces charnières était quand même un petit peu difficile. D'ailleurs, certains même étaient juste posés, n'étaient absolument pas scellés, ce qui au passage des voitures pouvait être quand même relativement problématique. Donc l'une des très intéressant de comprendre, c'est que la FIA est devenue beaucoup plus ferme désormais en la matière, et même si Singapour est très important, que ce soit en termes économiques pour la Formule 1, il est extrêmement clair que les prestations en tout cas proposées sont vraiment encore en deçà. Et en tout cas, Jean Todt qui était présent on a beaucoup discuté avec Charlie Whiting durant le week-end. Le premier point concernant justement LRGP et ses problèmes de qualification durant le samedi. On a vu Bruno Senna s'était qualifié 15e et Vitaly Petrov 19e. Alors la réponse est tout simplement très claire, c'est qu'il y a 4 secondes d'écart entre la pole et les temps des deux pilotes LRGP. En fait, tout simplement, la R31 avait un gros manque de grip. Il est clair que l'équipe avait déjà eu ce problème en Hungaroring et à Monaco. Elle retrouve encore une fois ce problème. Elle estime même d'ailleurs qu'elle retrouvera probablement ce problème du côté d'Abu Dhabi. Mais il est très clair que ce problème de grip est vraiment, on va dire, un petit peu embêtant, en tout cas, ce qui a causé vraiment un gros souci en qualification. Donc l'équipe a démarré très loin et donc la course a été passablement compromise pour la suite. En tout cas, on a vu ce dimanche. Alors vous avez tous vu l'incident entre Michael Schumacher et Sergio Pérez pendant le Grand Prix justement de Singapour. Alors
Sur TF1, Michael Schumacher a dit que c'était une erreur, c'était tout simplement un incident de course, il n'y a pas eu vraiment... il n'y a pas de quoi vraiment dire les choses. Un petit détail toutefois très intéressant, c'est que juste avant l'accident, on se rend compte que Michael Schumacher était très très proche de la Sauber de Sergio Pérez. Mais en fait, si on regarde bien, à ce moment précis, ça faisait à peu près un tour que c'était déjà le cas, la Mercedes avait déjà un manque de motricité. Donc c'est très intéressant parce que ça signifie que ce rapprochement très très fort derrière la Sauber était du fait tout simplement que Michael Schumacher savait qu'en termes de motricité, il ne pouvait pas doubler à cet endroit précis la Sauber de Sergio Pérez. Donc il est très clair que Michael Schumacher ne s'est certes pas très bien écarté, que Sergio Pérez a certes levé le pied. Schumacher d'ailleurs l'avoue, il a été très très surpris de voir que le pilote mexicain a levé le pied de manière un peu trop forte. C'est un incident de course, il n'y a rien vraiment de spécifique à dire. Toutefois, il est très clair qu'à ce moment précis, je le répète, la Mercedes GP avait déjà un petit souci de motricité et ses pneus commençaient déjà un petit peu à rendre l'âme. Alors la bonne forme de Force India, donc au classement Force India est à la bagarre avec l'équipe suisse Sauber. On se rend compte qu'Adrian Sutil est proche maintenant du championnat par rapport à Kamui Kobayashi. Donc on se rend compte que clairement l'équipe Sauber est un petit peu en deçà, même s'il y a une résistance surtout au niveau de la stratégie, tandis que l'équipe Force India est beaucoup plus dans la performance et on se rend compte que vraiment là, l'équipe indienne est à un cran un petit peu au-dessus. Les stratégies ont été vraiment formidables d'un côté, puisque certes, on n'a pas participé à la Q3 pour préserver les gommes. C'est un petit peu désolant d'ailleurs, hein, soit dit au passant, parce que quand on arrive en Q3, le but c'est au moins d'essayer d'y participer, ne pas rester statique dans l'attente que les 10 minutes se passent. Passons. Et au-delà de ça, au niveau du Grand Prix, on a vu deux stratégies complètement différentes et un Paul di Resta assez spectaculaire, dans des gommes complètement différentes de son équipier Adrian Sutil, qui est plus été en deçà. On a vu aussi quelque chose, une stratégie d'équipe très claire de Force India, puisque Sutil a laissé passer Paul di Resta un peu plus rapide que lui. C'est un signe aussi qu'il faut rendre compte, et la suite du championnat va être très intéressante, puisque l'objectif c'est vraiment de revenir clairement et simplement. Vijay Mallya a même d'ailleurs dit en off que l'objectif c'est même d'aller titiller Lotus Renault GP. Soyons très clairs, 36 points d'un côté, une 70aine de points de l'autre côté, il y a encore une marge. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix du Japon. Alors, attention, c'est le matin, Grand Prix du Japon, hein, donc on évitera les yeux tout collés. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours, à peu près à la même heure. Salut!